Bienvenue dans notre podcast Isadora BC, le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani, et le poète, c'est Régis Dequet. Bonjour Clarence. Bonjour Régis. Dans les podcasts précédents, nous avons évoqué nos travaux respectifs, et aujourd'hui nous avons décidé d'aborder l'acte d'écrire, en partageant avec nos auditeurs des propos d'écrivains, des extraits de lecture de textes. Et il me semble que tu veux commencer avec Georges Perec. Oui, absolument. Sur le fait d'écrire, donc Georges Perec disait « Écrire, essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. » C'est un extrait de Espèce d'espace de Georges Perec. Je rebondis sur ton extrait pour en présenter un autre de Fatima Das dans La Petite Dernière aux éditions Notalia. Je m'appelle Fatima Das. Avant de m'autoriser à écrire, je satisfais les attentes des autres. Après le lycée, je vais en Hippocagne en classe préparatoire de lettres. C'est ce que les bons élèves font. Ils vont en médecine, en prépa ou à Sciences Po. Pendant plusieurs mois, j'imite mes camarades de classe. Je dois travailler plusieurs heures après chaque journée de cours, apprendre par cœur des dates, des définitions, me taper des calls, lire et commenter des textes écrits exclusivement par des hommes blancs, hétéros, cisgenres. J'arrive à mon premier cours de la journée, on est mercredi, il est 8h30. Le professeur d'espagnol nous distribue nos devoirs maison. Il garde ma copie dans ses mains. Il me regarde avec ses grosses lunettes. « Mademoiselle Das, vous voulez bien sortir avec moi 2 minutes ?» Je me lève, range ma chaise sous ma table. Je sens son impatience. Je n'ai pas le temps de prendre ma veste. Je le suis bêtement. Il est déjà dehors, la porte refermée. 2-3 élèves me suivent du regard. Je suis en t-shirt, alors je sens le vent me caresser les bras, mes poils se hérissent, ça me chatouille. « Voilà, mademoiselle Das !» Il dit ça avec une bonne voix virile en me regardant droit dans les yeux. « Je ne ferai rien, vous pouvez être tranquille, mais je veux juste savoir la vérité. » Il laisse un temps de suspense pourri. « Qui a fait votre devoir ?» Je ne comprends pas bien, alors je dis en souriant « Mon devoir maison ?» Il répond « Oui, votre devoir maison, qui l'a fait à votre place ?» Parfois, quand les gens doutent de moi, je me mets moi-même à douter. C'est marrant, j'invente des scénarios pour leur donner raison, mais cette fois, je n'en avais pas envie parce que le travail avait été facile et que je n'avais pas eu de plaisir à le faire. Je n'ai pas répondu. J'espérais qu'il m'annoncerait que c'était un poisson d'avril en février, n'importe quoi, mais ce n'était pas le genre de mec à faire des blagues. J'ai cru encore qu'il finirait par se reprendre, qu'il sentirait grâce à mon silence que c'était lui la putain de grosse blague. Il a recommencé son délire. « Ok, très bien, qui vous a aider. » Je commençais à fatiguer, mais j'ai quand même répondu. J'adore l'espagnol. J'avais 18 de moyenne l'année dernière et j'ai eu 16 au bac. Puis j'ai réalisé que prouver, démontrer, me rendre légitime, montrer ce que je valais n'était pas le lot des autres élèves qui étaient à l'intérieur au chaud. Personne n'avait à argumenter pendant 10 minutes en t-shirt dans le froid pour prouver qu'il avait bien mérité un 17 sur 20. 1 mois plus tard, j'ai arrêté la prépa. Je ne suis pas allée en médecine. Je n'ai pas intégré Sciences Po. J'ai écrit. Et je voudrais simplement rajouter que ce sont les éditions Noir sur Blanc. Merci Clarence pour ces 2 extraits d'entrée en écriture qui nous conduisent directement au cœur de notre sujet. Alors il est vrai que les raisons d'écrire sont multiples. À mon avis, une des premières raisons, c'est probablement l'exploration de soi, mieux se connaître, se comprendre, explorer sa propre identité, ses expériences.
Oui, peut-être. En tout cas, cela coïncide tout à fait avec un auteur que j'affectionne particulièrement, Édouard Louis, et dont j'aimerais partager un extrait dans son ouvrage Combat et métamorphose d'une femme paru aux éditions du Seuil, qui est un hommage à sa mère et à la littérature. On m'a dit que la littérature ne devait jamais tenter d'expliquer, seulement illustrer la réalité, et j'écris pour expliquer et comprendre sa vie. On m'a dit que la littérature ne devait jamais se répéter et je ne veux écrire que la même histoire, encore et encore, y revenir jusqu'à ce qu'elle laisse apercevoir des fragments de sa vérité, y creuser un trou après l'autre jusqu'au moment où ce qui se cache derrière commencera à suinter. On m'a dit que la littérature ne devait jamais ressembler à un étalage de sentiments et je n'écris que pour faire jaillir des sentiments que le corps ne sait pas exprimer. On m'a dit que la littérature ne devait jamais ressembler à un manifeste politique et déjà j'aiguise chacune de mes phrases comme on aiguiserait la lame d'un couteau. Parce que je le sais maintenant. Ils ont construit ce qu'ils appellent littérature contre les vies et les corps, comme le sien. Parce que je sais désormais qu'écrire sur elle et écrire sur sa vie, c'est écrire contre la littérature. Dans cet extrait, on ressent bien la force que revêt l'acte d'écrire. Comme un vent qui se lève, l'acte d'écrire est un vouloir, une volition, c'est-à-dire un passage de l'intention à l'acte. Oui, et d'ailleurs, cette intention de l'écrivain dans son écriture, eh bien, je te propose de la visiter chez Annie Ernaux, avec un extrait d'un entretien de Frédéric Yves Janet dans L'écriture comme un couteau. On retrouve la lame de couteau de Édouard Louis, paru chez Folio, où elle se livre sur sa propre écriture, dans un chapitre intitulé « Dans le mot roman, je mettais littérature ». Avez-vous le sentiment d'avoir transposé ou déguisé la vérité ? Mais pour moi aussi, c'était des romans, aucun doute là-dessus. Du moins les deux premiers, Les armoires vides et Ce qu'ils disent ou rien, c'est moins vrai pour La femme gelée. Romans dans leur intention, dans leur structure, même pas des autofictions. En 1972, quand je commence Les armoires vides dans l'espace des possibles qui s'offre plus ou moins consciemment à moi, je ne peux pas envisager autre chose qu'un roman. Dans le mot roman, je mettais littérature. La littérature à ce moment-là est représentée pour moi par le seul roman et celui-ci suppose une transfiguration de la réalité. Cette idée de transfigurer la réalité, donc de faire de la littérature, comptait beaucoup plus à mes yeux que la possibilité offerte par la fiction de se protéger, de se masquer en disant « j'ai tout inventé ». Merci Clarence. Alors écrire, alors, bien sûr, on a le pourquoi, mais également le comment. Le comment, alors je sais qu'il y a des écrivains comme Alain Damasio, Valère Novarina, qui ont des protocoles d'écriture où ils vont alterner la marche, l'activité physique comme couper du bois, et puis bien sûr des phases de intense concentration. Et puis on a aussi l'écriture un peu, tu sais, comme cet écrivain novelliste japonais Haruki Murakami, et qui écrit lui-même « Quand je travaille sur un roman, je me lève à 4 heures du matin et travaille pendant 5 à 6 heures. Le matin, je cours pendant 10 km ou nage pendant 1500 mètres, ou les deux. Puis, je lis un peu, écoute de la musique. Je vais me coucher à 9 heures du soir et je maintiens ce régime chaque jour, sans variation. La répétition elle-même devient l'élément important et non pas ce que je réalise. Je suis réglé comme une horloge. » Alors, certains travaillent le matin, de très bonne heure, lorsque tous sont endormis, et puis il y a les écrivains noctambules. Voilà la parfaite introduction au prochain texte que tu nous proposes, je crois que c'est Roland Barthes. Oui, un petit texte de Roland Barthes intitulé « Emploi du temps » aux éditions Point. C'est un texte que j'aime beaucoup. Donc, emploi du temps. Pendant les vacances, je me lève à 7 heures. Je descends, j'ouvre la maison, je me fais du thé. Je hache du pain pour les oiseaux qui attendent dans le jardin. Je me lave, j'époussette ma table de travail, j'en vide les cendriers, je coupe une rose. J'écoute les informations de 7h30. À 8h, ma mère descend à son tour.
Je déjeune avec elle de 2 œufs à la coque, d'un rond de pain grillé et de café noir sans sucre. À 8h15, je vais chercher le sud-ouest au village. Je dis à Madame C, il fait beau, il fait gris, etc. Et puis, je commence à travailler. À 9h30, le facteur passe. Il fait lourd ce matin, quelle belle journée, etc. Et un peu plus tard, dans sa camionnette pleine de pain, la fille de la boulangère, elle a fait des études, il n'y a pas lieu de parler du temps. À 10h30 pile, je me fais du café noir. Je fume mon premier cigare de la journée. À 1h, nous déjeunons. Je fais la sieste de 1h30 à 2h30. Vient alors le moment où je flotte, guère envie de travailler. Parfois, je fais un peu de peinture, ou je vais chercher de l'aspirine chez la pharmacienne, ou je brûle des papiers dans le fond du jardin, ou je me fais un pupitre, un casier, une boîte à fiches. Viennent ainsi 4 heures et de nouveau je travaille. À 5h15, c'est le thé. Vers 7h, j'arrête mon travail, j'arrose le jardin s'il fait beau, je fais du piano. Après le dîner, télévision. Si elle est ce soir-là trop bête, je retourne à ma table, j'écoute de la musique en faisant des fiches. Je me couche à 10h et lis à la suite un peu des 2 livres. D'une part, un ouvrage de langue bien littéraire, Les Confidences de Lamartine, le journal des Goncourt, etc. Et d'autre part, un roman policier, plutôt ancien, ou un roman anglais démodé, ou du Zola. Tout cela n'a aucun intérêt, bien plus. Non seulement vous marquez votre appartenance de classe, mais encore vous faites de cette marque une confidence littéraire dont la futilité n'est plus reçue. Vous vous constituez fantasmatiquement en écrivain, ou pire encore, vous vous constituez. Alors, Clarence, nous pourrions également évoquer la difficulté d'écrire. L'impossibilité, la page blanche. L'écrivain Franz Kafka évoque, lui, cette impossibilité d'écrire dans une lettre à son ami Max Brod, datée de juin 1929. Et il écrit « Je ne peux pas écrire. Je n'ai pas écrit une seule ligne qui me satisfasse. Le monde, avec ses rayons de soleil et ses orages, ne peut plus entrer dans ma chambre, par ma fenêtre. Je suis seul, sans livre, sans amis, sans amour, sans rien à quoi m'accrocher. Il me semble que je suis enfermé dans une cave dont les murs se rapprochent chaque jour davantage. Bientôt, ils m'écraseront. Je ne peux plus écrire. Je suis au bout du rouleau. » Alors il y a quelque chose de terriblement angoissant dans ces mots, dans l'écriture. Elle est, ou peut-être, un exutoire, une sorte de libération. Oui, je voudrais juste peut-être faire remarquer, il me semble que c'est pas juin 29, mais juin 22. Ah, excuse-moi. Voilà. Merci pour cette petite précision. Alors, pour parler de cette impossibilité d'écrire, je pourrais citer ce livre magnifique et terriblement émouvant de Georges Semprin, L'écriture ou la vie. Mais j'aimerais plutôt partager l'extrait d'un livre de Najwa Mbaraka, que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière pour un festival sur le Liban. Et j'ai eu l'honneur de faire la lecture d'un de ses livres intitulé Monsieur N aux éditions Actes Sud. Voici l'extrait. Voilà, nous t'écoutons. Il lui a dit qu'un jour, il y a de cela bien longtemps, il a cessé d'écrire. Cela s'est fait comme ça, d'un coup, comme un fil qui se rompt sans décision ni intention préalable. Il a lâché son crayon et est sorti de la ligne. Dégoûté d'écrire comme à saturation, incapable d'avaler une seule lettre de plus, il s'est retrouvé astreint à une diète graphique, soulagé, léger, ne ressentant plus ni faim ni indigestion. Au début, il y a trouvé apaisement, pensant que comme toute diète, la chose serait temporaire. Des mois ont passé, puis des années, pendant qu'il continuait à jouir de cette abstinence et de cette solitude. Il en était arrivé, quand on lui lançait des phrases à la figure, à regarder les mots monter puis descendre, s'enrouler, tourner sur eux-mêmes jusqu'à ce que le fil de l'idée se rompe et s'envole en fumée. Puis, il s'est aperçu en lisant par-ci par-là que les lettres commençaient à s'éloigner les unes des autres pour laisser place à des choses hideuses et vides de sens, qu'il commençait à trouver de la difficulté à transporter son regard de la première à la dernière lettre du mot qui s'étirait comme un corps mou dont on ne distinguait plus la tête de la queue.
Jusqu'au jour où il s'est persuadé que la parole tout entière avait perdu sa consistance et que, usée jusqu'à la corde, elle lui coulait sur les mains comme de la cire fondue et se mettait à brûler, gifler et ruer. Dès lors, il a haï l'écriture et a décidé de ne plus y revenir. Ou bien en des temps différents, mais ces temps ont tardé à venir et il ne s'est plus révolté de rien, sauf de ce qu'on lisait, entendait, rabâchait, remâchait. C'est là qu'a poussé cette tour insolente dont l'ascension a commencé à l'oppresser et l'a obligé à quitter son balcon et sa maison pour aller s'installer dans cet hôtel. Et il me semble que le Festival du Liban auquel j'ai participé était peut-être plus il y a 2 ou 3 années maintenant. D'accord. Merci. Alors, on continue avec cette réflexion un petit peu sur l'écriture. Hein. Et pour un écrivain, il y a une question qui se pose, c'est celle de l'édition. Ça se pose à un moment donné parce que la quête d'un éditeur pour publier un travail d'écriture, c'est important. Donc on va ça parler. n'est pas une chose aisée. Non, c'est sûr. Et on va parler de cet aspect. Hein, et tu aimerais nous entretenir, nous lire un extrait d'un certain auteur, je crois. Oui. Je voudrais vous lire un extrait de L'urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint aux éditions de Minuit sur un chapitre qu'il a intitulé « Le jour où j'ai rencontré Jérôme Lindon ». C'est un télégramme qui fut mon premier lien avec Jérôme Lindon. Je revois très bien le papier pâle et bleuté et les mots impersonnels écrits à la machine sur des bandelettes de papier blanc collées les unes à côté des autres. J'en ai pris connaissance devant la cheminée de la maison d'Herbalunga et je tâchais de contenir mon excitation. Je ne sais plus exactement ce qui était écrit sur ce télégramme, ce devait être un message très simple. Jérôme Lindon me demandait sans doute de le rappeler, mais je me souviens que je ressentais un calme étrange en regardant ce papier entre mes mains, pressentant qu'il récelait la confirmation en puissance de l'orientation de ma vie. Je n'ai parlé à Jérôme Lindon que le lendemain depuis la petite cabine téléphonique de la poste d'Herbalunga. Je me souviens parfaitement des premiers mots de cette conversation. Moi, recroquevillée dans la cabine vitrée à l'intérieur de la poste, la tête baissée, une main sur le récepteur pour ne pas en perdre une miette, et lui me demandant d'entrer si j'avais déjà signé un contrat avec un éditeur. Non. Le manuscrit de la salle de bain avait été refusé par toutes les maisons d'édition à qui je l'avais proposé et il était resté en souffrance aux éditions de Minuit dans le bureau d'Alain Robbe-Grillet qui enseignait alors aux États-Unis. Jérôme Lindon ne l'ayant découvert que par hasard un jour qu'il vaquait dans l'immeuble. Finalement, nous nous sommes rencontrés pour la première fois un après-midi de décembre 1984. Je me souviens très bien du regard. Le premier que Jérôme Lindon m'a adressé ce jour-là. Incroyablement droit. J'ai senti un regard infaillible dès le premier coup d'œil, un regard qui évalue, qui jauge, qui juge. Cela faisait moins de 5 secondes que j'étais en face de lui. Il venait de se lever de son fauteuil pour m'accueillir dans son bureau du 3e étage de la rue Bernard-Palissy. Il était en train de se demander avec ce sentiment d'urgence, de curiosité, de vivacité qui faisait de lui un si grand éditeur, si j'étais ou non plus grand que lui. En sortant de ce premier rendez-vous en cette fin d'après-midi de décembre 1984, mes forces m'abandonnèrent peu à peu, trop de choses à la fois étaient en train de s'accomplir, trop d'émotions, et je me suis assis sur le trottoir rue de Rennes. C'était la veille de Noël, il faisait nuit, des décorations pendaient à des fils aux devantures des magasins, j'étais assis au bord de la chaussée, le front humide de transpiration, les phares des voitures passaient sur mon visage, mon regard se brouillait et je me sentais m'évanouir lentement. Je suivais des yeux les feux arrière des voitures qui s'éloignaient sur le boulevard Saint-Germain. Je regardais le ciel, je regardais la ville, j'avais relevé le col de mon manteau et je ne bougeais plus. J'étais assis là, dans la rue à Paris, vers 6h du soir, j'avais 27 ans, bientôt 29. Je venais de quitter Jérôme Lindon et la salle de bain allait être publiée aux éditions de Minuit. C'est extrêmement émouvant, on voit clairement les images et la sensation. Oui, tout à fait. Merci Clarence. Et c'est avec la lecture justement de cet extrait de Jean-Philippe Toussaint que nous terminons.
Donc ce podcast de Isadora Bessé sur cette thématique, on a évoqué différents aspects de l'écriture, en espérant que ça aura plu à nos auditeurs et surtout que ça leur a donné peut-être envie d'écrire. Et donc je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. À bientôt, au revoir.